plutôt dans le sens que dit M. Larault sur le crime humanitaire. Dans le cas du Vietnam, on en revient toujours à ce que, vous savez que la flotte, l'aviation américaine a épandu un produit dans l'intention d'affamer la population qui combat. Donc, est-ce que vous constatez que c'est un crime contre l'humanité ou non? Et la deuxième question, c'est que pourquoi on ne peut pas le juger comme étant un criminel d'État qui intentionnellement avait déposé cet effet, tuer la population combattante. Merci. Donc, je viens ici à titre privé, Jean-Marc Jacot, franco-américain, traducteur-interprète bilingue. Merci. Moi, la question que je me posais par rapport à votre exposé très intéressant, c'est concernant le bombardement de Hiroshima et Nagasaki à la fin de la Première Guerre mondiale. Je sais que c'était sûrement complètement antérieur au statut du protocole, etc. Mais si ce protocole était appliqué, est-ce que ce ne serait pas qualifiable de crime contre l'humanité? Est-ce qu'il s'agissait d'un crime de guerre ou contre l'humanité en 1945 en fonction du droit qui existait à l'époque? À l'époque, il y avait les conventions de Haye qui interdisaient en particulier d'employer des armes de nature à causer des mots superflus ou d'attaquer ou de bombarder des villes, villages, bâtiments et habitations non défendus. Donc, les États-Unis, la thèse des États-Unis, c'est qu'ils ont attaqué à Hiroshima des stations militaires qui se trouvaient dans Hiroshima, en les détruisant toutes d'assaut grâce à la bombe, et qu'il y avait un autre avantage militaire qui était de montrer au Japon la puissance militaire des États-Unis et donc de hâter la capitulation du Japon. Alors, voilà. Alors, il y a des ambiguïtés, qu'est-ce que c'est que les mots superflus? Et dans ces conditions-là, les mots n'étaient pas superflus. Il y avait aussi à l'époque les principes de Nuremberg, dont j'ai passé là-dessus, mais qui interdisait quand même des actes inhumains contre une population civile, dont les responsables devraient être poursuivis. Mais sur les États-Unis, il ne s'agissait pas d'une attaque contre une population civile. Alors si on regarde le droit militaire tel qu'il existe aujourd'hui, supposons qu'il ait existé à l'époque d'Hiroshima, le droit tel qu'il existe aujourd'hui. Alors il y a deux choses qu'on peut dire. Premièrement, si on se base sur le protocole 1 de 1977, l'additionnel Convention de Genève, oui, sans aucune ambiguïté, puisque le protocole traite précisément ce cas-là. Ils disent que ce sont des crimes de guerre, et ils parlent donc à cet égard des bombardements qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d'objectifs militaires distincts et séparés les uns des autres, situés dans une ville, un village, etc. Donc ça, c'est le protocole, donc il n'a pas été ratifié par tous les pays. Si on prend maintenant le statut 20 ans plus tard de la Cour pénale internationale, eh bien, il aurait existé à l'époque, eh bien, je ne dis pas qu'il aurait autorisé à Hiroshima, bien au contraire, mais il pouvait conduire à une interprétation, celle laquelle Hiroshima n'aurait pas été un crime de guerre, qui est l'interprétation des États-Unis. Dans le statut de la CPI, alors j'empiète sur une des questions qu'on va discuter après, mais dans les statuts de la CPI, par exemple, un crime de guerre, attaque contre la population civile en tant que telle, les États-Unis disent qu'ils n'ont pas attaqué la population civile en tant que telle, premièrement. Deuxièmement, crime de guerre, à propos des dommages collatéraux, affaiblissement par rapport au protocole. Crime de guerre, c'est les attaques menées en sachant qu'elles vont causer des dommages collatéraux, je cite, qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire attendu. Il y a cette notion d'ensemble qui est nouvelle par rapport au protocole, les mots qui seraient manifestement aussi, et tout le contexte du protocole n'y est pas, le contexte général. Et bien pour les États-Unis, les pertes civiles à Hiroshima n'étaient pas manifestement excessives par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire attendu, qui incluait la capitulation du Japon. Donc, on ne peut pas dire que le statut de la CPI aurait existé en 1945, eh bien, les États-Unis auraient défendu la même thèse, et je ne crois pas qu'elle aurait été contestée au niveau international, pas plus qu'elle n'a été en 1945. Je pense que, excusez-moi, juste si je peux donner mon point de vue sur le sujet, mais je pense que vous êtes un petit peu dur avec le statut de la CPI. Je dis ce qui existe, je cite. Hein. Je cite les arguments. Oui, je peux citer aussi le fait de lancer. Oui, bien sûr. Une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vie humaine ou des blessures parmi la population civile, des dommages sur bien caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves en l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu. Là, je pense qu'un juge pénal international saisi à l'heure actuelle
parce que c'est pas que le texte, c'est la manière dont le juge va le lire. Hein, on n'aura, à mon avis, pas de difficulté à reconnaître la violation de cette disposition dans les attaques. Mais bon. Bon, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'un acte comme Hiroshima n'est pas envisageable aujourd'hui et qu'il serait jugé très certainement par tout le monde. Mais je dis que le texte le permet, Mais, oui, mais je l'ai dit. Je dis non seulement il le permet, mais à mon avis, ça devrait plutôt aller dans ce sens. Ce que j'ai dit, c'est qu'il permet aussi d'autres interprétations hypocrites, dans l'autre sens. Et qu'en 1945... L'interprétation des États est toujours différente. Et qu'en 1945, elles auraient été acceptées. Est-ce que vous pensez qu'en 1945, le statut de la Cour de la CPI aurait été là? Est-ce que les États-Unis, est-ce que le président aurait été poursuivi, le président des États-Unis? À Nuremberg, parfois la question s'est posée parce qu'à Nuremberg, il y a eu des poursuites pour des attaques liées aux hostilités, pour des violations du droit des hostilités contre les forces, du fait des forces allemandes. Et les juges à Nuremberg n'ont pas condamné pour la guerre maritime menée par l'Allemagne parce que les forces alliées avaient opéré avaient eu le même type de comportement. Ils n'ont pas condamné les généraux allemands de ce fait parce qu'ils ont pris en compte leur défense qui a constitué à dire que l'armée alliée avait eu le même type de comportement. Donc si vous voulez, même à Nuremberg, les juges étaient conscients d'un certain nombre de problèmes liés à la conduite des hostilités. Ça me semble peut-être politiquement, effectivement, on peut imaginer qu'il n'y aurait pas eu de condamnation, mais il faut être peut-être un peu nuancé sur la position des juges internationaux, même à l'époque, parce que dès lors qu'un juge intervient, on n'est jamais sûr du résultat. C'est peut-être, même si Géraud et Lapradel diraient le contraire, mais c'est peut-être quand même l'introduction d'un élément un petit peu moins politique dans le débat que si le juge n'intervient pas. L'intervention du juge, et on constate, notamment pour le tribunal spécial pour le Liban, produit des effets inattendus politiquement. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Madame, on n'a pas répondu à sa question du tout. Vous m'avez interpellé, est-ce que c'est un crime contre l'humanité? J'ai toujours du mal à répondre à ça parce que j'ai toujours à l'esprit certains experts qui, en tant que juristes, produisent des rapports dans lesquels ils disent non, c'est pas du crime contre l'humanité. Je pense au rapport sur le Darfour, par exemple, on dit non, il n'y a pas génocide. Un certain nombre d'experts ont dit non, ce n'est pas un génocide. C'est toujours extrêmement... Je ne veux pas répondre de cette manière-là, je ne me sens pas autorisée à ne pas botter en touche. Hein, mais excusez-moi, j'ai quand même je peux quand même répondre à madame qui a posé une question, et j'essaie de lui répondre, peut-être pas comme vous le souhaitez, mais... alors, il y a une autre question que vous avez posée qui est extrêmement... Il faut faire vite, il faut quand même lui répondre. Allez-y. Il y a une autre question que madame a posée qui me semble extrêmement intéressante, c'est celle de la mise en cause, non pas des individus, mais de l'État. Oui. Parce que là, on parle beaucoup de la responsabilité pénale individuelle. Il ne faut pas oublier qu'auparavant, dans le droit de la guerre, l'idée c'était qu'on pouvait quand même obtenir des réparations et des indemnités. Alors, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même mieux qu'absolument rien. Et ça a quand même très largement disparu dans l'optique contemporaine. Et ça, je pense que c'est un point sur lequel on devra insister, parce que ces crimes sont commis le plus souvent par des États, ou par des entités quasi-étatiques, et il faut envisager des mécanismes de responsabilité qui ne soient pas purement des mécanismes de responsabilité individuelle. Donc là, je pense que vous avez pointé à quelque chose d'extrêmement important. Tout d'abord, par rapport à la question du statut de la Cour pénale internationale, je trouve que la véritable question est de savoir pourquoi est-ce qu'on s'est écarté du texte du protocole. Pourquoi est-ce qu'on va s'écarter d'un texte, je dirais, qui est rentré dans... Bon, quels ont été les motifs pour adopter un autre texte? Et donc là, je trouve que je partage, je dirais, la préoccupation de Daniel Lago, qui consiste à dire, bon, on avait un texte qui était plus ou moins acceptable, et puis on en a fait autre chose. Pourquoi? Et là, je crois qu'il y a effectivement le danger d'une tentative, en tout cas, d'élargir le champ de ce qui est possible au niveau de la guerre. Alors, je suis aussi d'accord avec ce que vous dites, madame, que ce n'est pas sûr que les juges vont suivre dans ce sens-là. Mais en tout cas, il y a, je pense, une vraie question, une vraie préoccupation
sur les raisons pour lesquelles on modifie un texte d'une telle façon. Et pourquoi on va y introduire des notions qui sont, je pense, discutables, comme l'ensemble de l'objectif militaire, l'ensemble de l'avantage militaire, qui est, qui rend les choses plus ambiguës. Alors, je ne sais pas si le président de session me permet, mais ma question de tout à l'heure, qui se rattachait encore au premier débat. Oui, très bien, vas-y. Donc, d'abord, je voudrais dire que je suis absolument d'accord avec ce que M. Broman a dit, que si on applique le droit international humanitaire de façon absolue à la lettre, il rend la guerre impossible. Donc ça, c'est vrai. Hein. Pour autant, je ne crois pas qu'il est inutile, parce que je suis heureux qu'il l'a rajouté. C'est vrai que l'utilisation du droit international humanitaire permet de limiter les effets des conflits, permet de créer entre les parties impliquées dans les conflits comme référence commune une plateforme de discussion, et j'en parlerai demain en évoquant l'exemple des Philippines, où pour moi c'est tout à fait clair. Donc je crois qu'on a donc intérêt à essayer de renforcer le champ d'application et l'action du droit international humanitaire, ne fût-ce que de ce point de vue-là. Alors là, j'ai deux problèmes avec le discours de Mme Doucet, dont je comprends très bien qu'elle est ici en tant que représentante du CICR, avec toutes les contraintes que ça implique évidemment, hein, parce que je comprends bien que le CICR doit se garder de prendre des positions audacieuses, parce que précisément il doit pouvoir agir sur base d'un consensus, sinon son action devient impossible. Donc je comprends le contexte dans lequel elle fait ses interventions. Par contre, je crois que au moins sur deux points, je pense qu'il y a un débat utile et nécessaire où les positions qu'elle défend ou qu'elle a exprimées aujourd'hui doivent être soumises à discussion, parce que d'une part, se baser sur l'interprétation, je dirais, commune et bien établie, c'est bien parce que ça permet de consolider. De temps en temps, de l'autre côté, à mon avis, il faut aussi pouvoir exprimer des positions un peu plus audacieuses et controversées, parce que c'est celles-là qui font en général avancer les choses. Hein. Donc c'est consolidation, et de l'autre côté, parfois aussi contester ce qui existe, ou ce qui est l'interprétation générale maintenant, pour faire avancer les choses. Deux problèmes là-dedans. Premier problème, c'est en fait la façon dont Mme Doucet, je dirais, tente d'isoler le droit international humanitaire de tous les autres branches du droit international. Ça me pose problème. Parce que dire, oui, mais attention, on n'est pas le droit pénal international, attention, on n'est pas le droit de l'ONU, d'accord, évidemment, hein, bon, mais à force de vouloir s'isoler, de se retrancher derrière la rivière sur cette berge de la rivière en disant mais les autres sont de l'autre côté, on risque évidemment aussi de faire sauter des ponts qui sont utiles et importants. Hein. Alors, je pense que le droit international humanitaire, sans la sanction des violations graves du droit international humanitaire, en fait, perd la moitié de son utilité, permet sans doute encore l'action du CICR, mais perd la moitié de son utilité parce que, à ce moment-là, c'est l'impunité pour ces violations, et donc s'il n'y a pas de mécanisme de sanction, à ce moment-là, je crois qu'on arrache les dents au droit international humanitaire. En tout cas, il y a un pont tout à fait évident, qui est la compétence universelle, qui a conduit la Belgique notamment à un certain moment à inscrire dans sa législation une disposition réprimant d'une façon extrêmement sérieuse les violations du droit international humanitaire. C'est un crime en droit belge, et donc je crois que c'était une bonne chose que c'est considéré comme un crime. Alors, c'est évidemment autre chose que le droit pénal international, c'est deux choses différentes, mais il y a une passerelle, une branche, un lien entre les deux, sans lequel il me semble que le droit international humanitaire perd quasiment la totalité de son... Donc, je suis un peu réticent, disons, par rapport à la façon dont vous repoussez tout le reste. Deuxième chose, un peu dans le même sens, la façon dont vous envisagez, dont le CICR envisage, la façon très limitative dont le CICR envisage la question de l'existence, oui ou non, d'un conflit armé. Je vous ai entendu dire tout à l'heure, à part les conflits étatiques, il y a juste la Colombie et le reste, on n'en parle pas. Bon. Je pense qu'il y a une discussion possible, hein, parce que le Népal, le Sri Lanka, pour nous citer le Népal jusqu'à peu, le Sri Lanka jusqu'à peu, évidemment, hein,
les Philippines, la Libye aujourd'hui, je pense que c'est une vraie discussion. En plus, les choses évoluent évidemment. Hein, donc, un conflit qui n'était pas peut-être hier peut le devenir. Donc, je crois qu'on doit voir les choses dans cette dynamique. Et donc, admettre qu'il y ait au moins une discussion sur l'existence de conflits dans ces différents. Je pense aussi au Sahara occidental, par exemple. Il y a de nombreux points dans le monde où au moins une discussion est possible. Et je crois que cette discussion est utile. Parce que précisément, dans l'exemple des Philippines dont je parlerai demain, on voit que cette discussion sur l'existence d'un conflit armé interne a permis aux deux parties dans le conflit, le gouvernement et la guérilla, de se prononcer en faveur et de trouver une plateforme de discussion commune et une plateforme, je dirais, d'échange commun avec une forme de respect mutuel dans le droit international humanitaire et dans les instruments internationaux assurant les droits de l'homme. Donc, je pense qu'il y a un danger à vouloir dire toutes ces situations-là, en aucun cas ne peuvent être considérées comme conflits, que ce soit international ou comme conflit interne, parce que je crois que ça coupe aussi le droit international humanitaire d'une partie du terrain où il peut avoir une action utile. Alors, la position du CICR est une chose, hein, et je la comprends par rapport à tous ces conflits, mais je pense qu'on doit la voir dans son contexte particulier de l'action du CICR et ne pas vouloir étendre cette interprétation en oubliant les contraintes particulières auxquelles le CICR est soumis, parce que dans ces cas, à mon avis, on met le droit international humanitaire dans une situation où son action, au lieu de s'étendre et de devenir plus influente, se restreint et devient en réalité figée, sans possibilité d'évolution pour l'avenir. Lorsque le CICR s'exprime, comme vous l'avez fort bien dit, il doit prendre en compte le rôle qu'il doit jouer, donc il a telle position sur tel conflit parce qu'il doit y intervenir. Ensuite, la manière dont on peut le qualifier est ultérieurement peut-être différente. J'ai un exemple très précis, c'est celui de la guerre dans l'ex-Yougoslavie. Le conflit en Bosnie-Herzégovine avait été travaillé comme un conflit interne par le CICR à l'origine. Notamment, il a travaillé pour faire conclure ces accords spécifiques entre les parties à un conflit interne. Ultérieurement, dans certaines jurisprudences, notamment la jurisprudence du tribunal international, il a pu être considéré comme un conflit international en raison de l'implication de la Serbie. Donc, la position qu'exprime le CICR n'est pas nécessairement celle que les juges retiendront ultérieurement, d'ailleurs. Oui, merci. Je ne voudrais pas que l'exposé que j'ai fait ce matin conduise à vous laisser penser que je repousserai d'abord le reste et que j'ai un discours étroit, c'est pas du tout ça. Lorsque j'ai voulu distinguer le DIH des branches voisines, c'était pour éviter une confusion en réalité entre ces branches voisines. Ce n'est pas pour en isoler une par rapport à une autre. Et j'ai d'ailleurs bien dit que quand je parlais de l'intervention des droits de l'homme, que c'est deux branches qui étaient complémentaires. Lorsque je parlais de droit de la haine relatif à la limitation, à l'interdiction de certaines armes, j'ai là aussi souligné qu'il y a eu un rapprochement en 1977. Et quand je parle du droit pénal, je dis que le DIH n'est pas le droit pénal, même s'il comporte, je répète ce que j'ai encore dit tout à l'heure, une disposition commune obligeant les États parties à... Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas recommencer, donc voilà. Donc je ne crois pas avoir dans mon discours tenté d'isoler. Et il est bien évident que ce statut de la Cour pénale internationale a pour vocation, mais ce n'est pas la seule vocation, de donner le moyen pénal à cette branche du droit international humanitaire, au droit international humanitaire, pardon, parce qu'il est violé. Donc je ne nie pas du tout la passerelle. Mais, comment dire, en tous les cas, face à un conflit armé, ce qui est certain, c'est que l'action du CICR et l'action
judiciaire, donc l'action pénale, n'est pas antinomique. Ce sont deux actions qui sont complémentaires l'une de l'autre. Voilà, complémentaire, ça ne veut pas dire contraire. Bien, voilà. Bon, mais comme vous le savez aussi, le CICR, pour les raisons qui ont été rappelées tout à l'heure, et vous-même avez rappelé, ne témoigne pas, par exemple, devant la Cour pénale internationale. Ça ne lui appartient pas. Le CICR n'est ni un juge, ni un procureur. Voilà, c'est simplement ça que je voulais rappeler après les exposés introductifs, de manière à bien placer chaque branche du droit. Mais loin de moi l'idée de les cloisonner ou de les isoler. Encore bien, on sait très bien que dans les situations actuelles, on va utiliser, j'allais dire, tous les principes fondamentaux, et Dieu sait si le CICR les tire sur le terrain dans le dialogue, dans les dialogues, j'allais dire, bilatéraux qu'il entretient avec les parties au conflit pour tenter de faire appliquer un minimum. Parce que parfois, comme je disais tout à l'heure à la pause, nous en sommes là. On essaye de faire appliquer quelquefois le b.a.-ba, de faire respecter le b.a.-ba par toutes les parties au conflit. Et ça, c'est la réalité. Et moi, j'aimerais bien, parce que je suis plutôt de nature utopiste, que le DIH s'applique partout et qu'il soit respecté par tous, mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Nous en sommes vraiment à la négociation sur des principes fondamentaux. Et quant à la qualification des situations, bon, peut-être que vous avez pensé mon approche limitative ou étroite, mais en tous les cas, il faut bien distinguer la qualification des situations, qui fait que l'on se trouve dans le champ d'application du DIH, de l'action que l'on peut mener. Et si on mène une action qui est sur des situations qui sont non qualifiées ou non qualifiables de conflit armé, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas amener, encore une fois, les parties à respecter un certain nombre de principes, et cette possibilité-là, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le but et du droit international humanitaire, d'ailleurs comme du CICR, c'est de protéger les populations au cœur des conflits armés. Alors je ne veux pas dire que tous les moyens sont bons en disant ça, mais c'est excessivement clair que aujourd'hui, dans les conflits auxquels nous sommes confrontés, en dehors du fait qu'il ne nous appartient d'ailleurs pas de qualifier les situations, on les qualifie en interne et on les partage de manière confidentielle avec les parties au conflit. Pourquoi on les partage avec les parties au conflit? C'est justement pour tenter d'appliquer le plus grand nombre de dispositions possibles. Donc ce n'est pas dans un but de nier ce droit, bien au contraire. C'est dans le but, au contraire, de mieux protéger encore les populations, de mieux accéder aux personnes détenues, de mieux qualifier la situation des personnes détenues, et on pourrait parler longuement des discussions que le CICR a eues à propos des personnes aux multiples statuts qui se trouvaient, et pour certains qui se trouvent encore à Guantanamo ou dans d'autres lieux de détention. Voilà. Donc, c'est loin de moi l'idée, en tous les cas, d'isoler et d'être, comme vous dites, dans une sphère figée. Et d'ailleurs, le CICR, non seulement n'est pas dans une sphère figée, mais j'ai essayé de dire, en fin d'intervention, ce qui aurait dû être en fait l'intégralité de ce que je voulais dire, mais bon, je voulais d'abord replacer bien les définitions. Quand je disais que le CICR a lancé une étude il y a 2 ans, dont les conclusions ont été annoncées par le président en septembre dernier sur l'état actuel du DIH, et en posant les problèmes d'adéquation entre les dispositions et certaines situations opérationnelles rencontrées, je ne trouve pas que ce soit une position figée. Je trouve que c'est au contraire une position qui va d'avant, qui va chercher à gratter un peu là où il faut que ce soit gratté, à clarifier, à interpréter et à négocier encore avec les États et aussi les groupes armés non étatiques pour essayer d'aller vers un plus grand respect. Donc ça, cette tentative d'évolution et de clarification et d'interprétation me semble tout sauf une position
figé. Est-ce que cette étude est parue? Mais non, pas du tout. L'annonce de l'étude, des premiers résultats de l'étude, qui sont d'ailleurs tout à fait publics et que vous pouvez trouver sur le site internet du CICR. Est-ce que je peux me permettre de faire une petite remarque juste en rapport à ce que vous avez dit sur les champs normatifs et le mélange des genres, puisqu'on vous interrogeait sur le mélange des genres et le droit international pur. Là, je crois que quand même, on est en présence à l'heure actuelle dans la dynamique du droit international, vous le savez sans doute, d'une sorte de mélange. Déjà, regardez par exemple le travail de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, maintenant, elle est saisie de situations conflictuelles. Elle applique, et le travail de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, elle applique donc à ces situations conflictuelles, la guerre en Tchétchénie, la Convention européenne des droits de l'homme. Alors ça produit un certain nombre d'ailleurs ça crée un certain nombre de problèmes, parce que les champs juridiques ont des logiques distinctes. Mais il n'empêche qu'on est dans une espèce, et l'avis de la Cour internationale de justice sur le mur en territoire palestinien aussi applique d'ailleurs en premier lieu, je dirais, le pacte sur les droits civils et politiques, avec un petit problème, c'est qu'il ne reconnaît pas le droit de propriété. Donc ça pose quelques problèmes dans ce cas-là, mais on est vraiment dans une dynamique, en tout cas judiciaire, et des systèmes qui conduit à mêler un petit peu les genres. Et si on regarde la résolution du Conseil de sécurité, 1970, sur la Libye, on parle de crimes contre l'humanité, dans la répression, et on parle, soulignant la nécessité de respecter la liberté de réunion pacifique et la liberté d'expression. C'est quand même étonnant que le Conseil de sécurité, je ne le condamne pas, mais qui a en charge de la sécurité et la paix internationale, explique qu'il faut respecter la liberté d'expression. C'est très bien, mais c'est quand même surprenant par rapport au droit de la charte, tel qu'on l'imaginait à l'origine. Donc c'est quand même en pleine évolution. On est en pleine évolution, mais au demeurant, dans les situations contextuelles qui ne sont pas encore une fois qualifiables de conflit armé au sens du DIH actuel, encore une fois, on fait appel à des principes fondamentaux qui sont peut-être le noyau dur dont je parlais tout à l'heure et qui sont du BABA, je vais dire, commun, relatif aux droits des personnes, qui est commun au DIH et aux droits des droits de l'homme, et on est bien obligé, le CICR est obligé de faire appel à des notions de droits de l'homme. Bon, pour autant, c'est vrai que même si c'est comme ça, le CICR pendant longtemps disons, a eu quelques réticences à le faire parce que le CICR a un mandat qui lui est confié par la communauté des États pour le droit international humanitaire, et il n'a pas reçu ce mandat-là pour le droit international des droits de l'homme. On dit qu'il est gardien du DIH, il n'est pas gardien des droits de l'homme. Pour autant, ça n'empêche pas que, encore une fois, dans les contextes opérationnels contemporains, on est obligé de faire appel. Mais ce sont les notions ce sont encore une fois les mêmes notions, c'est le noyau dur. Et c'est vrai que, quand vous avez tout à fait raison de souligner la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, mais pas seulement, d'autres cours régionales, qui d'ailleurs, Cour européenne des droits de l'homme, pendant longtemps, ne faisait pas référence au droit international humanitaire, mais faisait référence au droit de l'homme applicable en période de conflit armé, enfin ce qui est un petit peu différent, là, un petit peu de mal. Mais la jurisprudence, effectivement, de la CEDH a permis d'avancer, de clarifier déjà un certain nombre de notions, comme les notions, dans tous les cas, c'est ce que pense le CICR, en matière de non-refoulement, par exemple, etc. Mais moi, je voudrais vraiment insister sur le dialogue qui est entendu sur le terrain et qui permet vraiment de grappiller un certain nombre de choses qui vont dans le sens d'une protection accrue des personnes, qu'elles soient civiles ou qu'elles soient combattantes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que c'est, finalement, j'espère que tout ça a tendance à quand même un petit peu à converger, même malgré des différences d'appréciation. Alors, on va. J'attire l'attention sur l'exposé de Diane Fernand sur le cas des Philippines, qui sera tout à fait intéressant. Bon, alors je vous passe la parole, vous avez demandé il y a longtemps. Juste une remarque rapide sur l'exposé de Raphaël Maison. Vous parliez du crime contre l'humanité et de discrimination. Et ça me dérangeait beaucoup parce que dans la notion de crime contre l'humanité, il n'y a pas d'idée de discrimination. Dans le statut de la CPI, c'est la logique de Tadic, de cette arrêt Tadic de 99 qui a été reprise, mais
si vous regardez les grands articles des années 1950 sur le crime contre l'humanité, donc après Nuremberg, et la manière dont la notion de crime contre l'humanité a été introduite en droit international dans le statut de Nuremberg, l'idée c'était quand même de rendre compte de crimes commis contre des groupes auxquels les auteurs des crimes estiment qu'on appartient par la naissance, donc des groupes que l'on cible pour des raisons discriminatoires. C'est quand même ça la grande origine du crime contre l'humanité. Dans le génocide, la différence, c'est que dans le génocide, les auteurs cherchent à détruire le groupe. Dans le crime contre l'humanité, on ne cherche pas nécessairement à le détruire, on peut chercher à l'opprimer, à l'exploiter, comme dans l'apartheid, mais pas nécessairement à le détruire. Mais il est vrai que, sur le point de la discrimination, la jurisprudence contemporaine qui a été reprise dans le statut de la CPI ne reprend pas à ce point l'élément de la discrimination. Mais c'est tout un débat, ça a donné lieu à tout un débat. Merci à tous. On va essayer d'avancer rapidement dans les différents sujets de débat que j'avais mis ici à l'ordre du jour. Alors il y avait d'abord les crimes contre l'humanité, quand doit-on parler? Bon, je crois qu'on a déjà évoqué. C'est une question complexe ensuite, conflits armés internationaux et internationaux. Malgré tout, moi je suis on a déjà parlé aussi. Moi je suis un petit peu choqué du fait que le conflit en Afghanistan, il me semble évident que c'est un conflit international, mais apparemment tout le monde n'est pas d'accord. Ce point-là est un problème difficile, puisque lutte de libération nationale et contre l'occupation étrangère serait sur le protocole des crimes internationaux, seraient des conflits internationaux. Bon, par exemple, est-ce que le conflit au Sri Lanka, où il y avait une minorité tamoule, est-ce que c'était un conflit de lutte de libération nationale d'une population, conflit international ou pas? Pareil pour les Kurdes en Turquie, etc. Ou pareil pour les Tchétchènes dans la Fédération Russie. La Russie a d'ailleurs ratifié le protocole, avec cet article 4 qui définit les crimes internationaux, mais elle a considéré, elle, qu'il ne s'agissait pas de lutte de libération nationale tchétchène, à tort ou à raison. C'est ce qu'elle a considéré. Elle a considéré qu'elle devait lutter en Tchétchénie contre des bandes armées criminelles ou terroristes, et terroristes dans l'expression qui est souvent employée. Et le conflit en Afghanistan, quand même, il paraît difficile de le considérer comme un conflit non international, alors qu'il y a l'idée que c'est un conflit international, c'est qu'il y a un gouvernement non international, c'est qu'il y a un gouvernement qui a été mis en place là, qui existe, qui est officiel, reconnu même par le Conseil des Nations Unies. Donc, du coup, ça serait un conflit purement interne. Alors que ça paraît quand même, on peut penser ce qu'on veut, et je dirais certainement pas que je suis d'accord avec l'idéologie de beaucoup des groupes qui combattent les forces occidentales, mais bon, ça me paraît quand même un peu, considérer que c'est un conflit non international me paraît quand même vraiment bizarre. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Est-ce qu'il y a des opinions qui peuvent s'exprimer sur ce point-là? Ou est-ce qu'on passe à la suite? Est-ce que quelqu'un peut faire une observation? Je pense que l'opinion est importante, l'opinion publique que vous représentez ici, parce que je pense que vous faites un combat citoyen dont vous devez réagir à ce qui a été dit par les spécialistes. Ils sont là pour nous aider à comprendre les actions qui ont eu lieu. Mais je pense que ce que Daniel dit est important, et que l'Afghanistan, à mon avis, est un conflit international, puisque tous les États sont présents. Voilà. D'ailleurs, le problème, c'est que moi, je posais, lors de la guerre du Vietnam en 1900, donc le protocole n'était pas là. Mais enfin, dire que c'était un conflit purement interne, puisqu'il y avait un gouvernement mis en place par les États-Unis, ça paraît totalement délirant. Comment soutenir ce nombre de gens, ça paraît totalement délirant. Yann, tu veux intervenir? Non, sur cette question de l'Afghanistan, moi je comprends bien pourquoi le CICR dit que c'est un conflit non international. Parce qu'évidemment, il doit flotter sur le consensus pour pouvoir avoir son action sur le terrain. Et ça me semble normal et légitime. Tant que les puissances qui occupent et qui interviennent n'admettent pas que c'est un conflit international, le CICR est évidemment dans une situation où il ne peut pas dire le contraire pour pouvoir maintenir son action sur le terrain. Mais ceci dit, et c'était un peu ça la différence avec Mme Doucet tout à l'heure, c'est que ce n'est pas parce que le CICR est dans ces contraintes-là et doit agir dans ces contraintes-là que du coup on peut dire le droit international humanitaire n'est pas applicable parce que ce n'est pas un conflit. Il ne répond pas aux critères.
le CICR fait cette évaluation, prend cette attitude pour des raisons que je comprends, hein, parce que sinon, bon, il rentre dans une discussion politique extrêmement difficile et il veut rester en dehors de cela, et probablement il a raison pour pouvoir agir sur le terrain. Mais ceci dit, moi ça me semble aussi évident que si on applique les critères du droit international humanitaire, que c'est un conflit international en plein, hein, qu'il n'y a quasiment aucune discussion qui est possible. Donc, faisons ces distinctions, hein, comprenons que le CICR doit prendre certaines positions pour rester, je dirais, pour rendre son action possible. Ça n'exclut pas qu'on peut avoir d'abord une autre vision, que parfois cette autre vision s'impose même à mon avis, et qu'elle a aussi des conséquences, hein, des conséquences tout à fait concrètes, notamment quand la justice, quand le lien avec la justice pénale est fait. Hein. Parce que quid par exemple des gens qui, pour le moment, dans les tribunaux en Belgique notamment, sont poursuivis pour membres d'un groupe terroriste, hein, parce qu'ils apportent un soutien à ceux qui résistent aux troupes américaines en Afghanistan, en Irak. Hein. Il y a un lien évident parce que la loi le prévoit. La loi prévoit que du moment où il s'agit d'un conflit, que la législation antiterroriste ne s'applique pas en cas de conflit armé international. Donc, du moment où on peut évacuer la question du conflit armé international, on peut dire ces gens-là qui en Belgique soutiennent d'une manière ou d'une autre, par exemple, les combattants irakiens, eh ben, c'est des criminels, c'est des terroristes, on peut les condamner. Hein. Donc, je veux dire, là, on voit la complexité des choses et l'interaction des différentes choses et l'intérêt de pouvoir mener un débat là-dessus. Hein. Quelle que soit la position que le CICR prend là-dedans, pour des raisons qui lui sont propres. Je dirais aussi, quelle que soit la position que prend le Conseil de sécurité, exactement. Quelles que soient les fictions, exactement. Les fictions qui sont créées par des résolutions du Conseil de sécurité quant à l'institution d'un nouveau gouvernement, je dirais, souverain. Oui, et j'ai un exemple très concret qui va dans le même sens que vous, de jurisprudence du tribunal yougoslave sur la Macédoine, où le tribunal dit très clairement, lorsque nous, alors c'est trop tard parce que l'intérêt c'est quand même d'obliger les belligérants à appliquer le maximum de règles au moment où le conflit se déroule, donc c'est quand même insatisfaisant qu'on n'ait pas une bonne qualification au moment où le conflit se déroule, mais en tout cas ex post facto, après il arrive fréquemment, et cette affaire en est un exemple, cette affaire sur la Macédoine, que le juge dise « moi je ne suis pas lié par les résolutions du Conseil de sécurité, donc je fais une appréciation autonome à partir des éléments de fait que j'ai à ma disposition ». Et en l'occurrence, il s'agissait précisément de la défense de la personne qui était accusée, disait que le mouvement était un mouvement terroriste. Hein, le juge a appliqué le droit de la guerre. Les poursuites en Belgique devant les tribunaux belges de personnes impliquées dans le génocide au Rwanda ont été uniquement possibles parce que le juge belge a estimé qu'il y avait un conflit armé, parce qu'à l'époque, les crimes contre l'humanité et les crimes... la Belgique n'avait pas établi sa compétence universelle pour les crimes contre l'humanité, pour le génocide. Et pour le génocide, si, je pense, mais pas pour les crimes contre l'humanité, mais donc bien pour les crimes de guerre. Et donc, ce n'est que parce que le juge belge a dit « j'estime qu'il y avait un conflit armé en cours au Rwanda au moment du génocide » qu'il a pu établir sa compétence universelle et qu'il a pu condamner des gens qui avaient trouvé refuge en Belgique et qui étaient... Donc, je veux dire, là, de nouveau, on voit des formes d'interaction et heureusement, une possibilité de discuter l'existence ou non d'un conflit et parfois une interprétation un peu plus, je dirais, dynamique que celle à laquelle je comprends bien une organisation qui, elle, doit bénéficier du consensus pour pouvoir vraiment mener son action sur le terrain, peut se livrer. Mais donc, c'est ça qui me dérangeait un peu, c'était... Je comprends bien que vous exprimez l'opinion du CICR. Je crois que c'est très utile sur d'autres terrains, dans d'autres circonstances, de pouvoir discuter
Je crois que vous avez exactement compris ce que je voulais dire. Et effectivement, comme vous le dites, il y a plein d'autres organisations qui peuvent plaider pour la qualification autre d'un conflit armé. Et voilà. Mais même si dans le cas dont vous parlez, le CICR criait haut et fort, c'est un conflit armé international. Est-ce que vous croyez franchement que ça déroulerait automatiquement la mise en œuvre effective des dispositions, de toutes les dispositions des 4 conventions de 49 et du protocole 1 de 77, s'il n'y a aucune acceptation de la part des États concernés, il n'y en a pas. C'est ça votre problème? C'est vraiment ça, c'est pas le mien en l'occurrence. Je crois que c'est bien compris. C'est pas le mien, mais c'est ça l'histoire. Mais sinon, croyez bien que ce faisant, et de nouveau, le but est de tirer au maximum pour étendre, et on doit quand même pas cette notion d'extension. L'opinion publique pourrait forcer s'intéresser avec les opinions publiques nationales des différents États qui interviennent en Afghanistan. Là, ça serait, je dis les opinions publiques des différents États qui interviennent en Afghanistan auraient peut-être intérêt à poser la question de l'étendue de l'application des normes. Exactement. Donc on va donner la parole à monsieur. J'avais une deuxième remarque, pardon, sur la qualification, alors cette fois-ci, de certains actes de terroristes, entre guillemets. J'ai bien compris ce à quoi vous faisiez allusion. Et ça, c'est un vrai risque. Mais bon, ça mérite une autre conférence. Mais c'est un vrai risque, en effet, que dans ce type de conflit armé contemporain, quelle que soit la qualification d'international ou pas, et même si on est dans le cadre d'un conflit armé international, on l'a bien vu justement avec l'Afghanistan au début, en 2001, cette tendance à tout mélanger et à vouloir et à qualifier de terroriste une personne, un groupe, de par son appartenance supposée à un groupe ennemi ou à un groupe inscrit sur une liste noire. Et on le voit encore aujourd'hui dans le cadre du conflit en Afghanistan, lorsqu'il y a une attaque. Bon, elle est vite qualifiée de terroriste. Mais ce n'est pas une qualification juridique, ça. Donc, on ne s'interroge pas avant cette qualification très péjorative au demeurant sur le point de savoir si l'acte en question ne serait pas par hasard un acte licite de guerre au regard du droit international humanitaire, pour de vous. Hein. Et là, je parle comme si les conventions s'appliquaient dans leur intégralité, mais en tous les cas, même au regard des protocoles. Bien, donc voilà. Ça mériterait un autre débat, parce que c'est cette notion-là qui a conduit à la détention non seulement à Guantanamo et dans d'autres lieux, des détentions secrètes. C'est ce à quoi je faisais tout à l'heure allusion lorsque je disais qu'il y avait de moult catégories de détenus quand même. On a été à presque 700 à un moment à Guantanamo, plus quelques lieux de détention secrète. Bon. Et donc, voilà. Ok, merci. Donc, monsieur. Zoramishvili, avocat et doctorant parisien. Deux petites questions d'ailleurs sur le conflit en Afghanistan. La première, est-ce que le fait que dans ce conflit soient impliquées des tribus à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan qui sont à la fois des deux côtés de la frontière ne pourrait pas conduire plutôt à la catégorie de conflit international? Et d'autant plus qu'il y a des drones et des bombardements de temps en temps justement du côté pakistanais. Et on peut d'ailleurs parler d'autres conflits d'ailleurs qui ont ce problème avec des tribus qui sont des deux côtés de la frontière. Et la deuxième question concerne donc les frappes aériennes. Est-ce que dans ce contexte-là, dans le contexte afghan, les objectifs militaires sont bien concrets et donc bien immédiats pour
qu'il rentre pour que les attaques rentrent dans la catégorie licite. Et avec le débat sur la proportionnalité par rapport à certaines victimes civiles. Je suis désolée, mais je ne peux pas me prononcer sur ce conflit qui est en cours, pour commencer. Et puis deuxièmement, de manière, on ne peut pas qualifier, non, je ne suis pas habilitée à faire ça, et en tous les cas, sur la seconde partie de votre question, de la même manière, on ne peut pas qualifier tous les actes globalement, il faut les examiner au cas par cas. Quand je faisais cette réflexion tout à l'heure sur l'analyse d'un acte pour déterminer si par hasard ce ne serait pas un acte licite de guerre, ça demande une analyse. C'était pour opposer cette analyse qui doit être détaillée à une qualification souvent trop rapide, trop hâtive, qui n'est pas fondée juridiquement, c'est juste ça. Et juste un mot pour rajouter en revanche quelque chose à ce sujet, je trouve que c'est effectivement très dangereux de laisser libre cours, je veux dire, à du non-droit ou à ce qui peut paraître illégal au regard du DIH, et spécialement lorsque l'on parle de la lutte contre le terrorisme et pas de la guerre. Parce que alors vraiment, c'est quelque chose qui peut aussi venir affaiblir grandement le droit international humanitaire et spécialement le droit international humanitaire applicable dans les conflits armés non internationaux. Hein, si on s'en tient au projet de convention internationale sur l'interdiction globale sur le terrorisme, qui ne verra peut-être jamais le jour, la question pêche non pas sur la définition, comme on se plaît à le dire, mais sur le champ d'application de la Convention. Parce que certains voudraient justement englober dans le champ de l'application les groupes armés non étatiques. Ce qui pose quand même un sacré problème au vu du protocole de 77. Voilà, je crois qu'on est... Voilà, là c'est un vrai défi. On en est là pour l'instant. Parce qu'encore une fois, on est en train de nier les droits fondamentaux, non seulement des combattants, mais non seulement des populations civiles, mais des combattants. C'est pour ça qu'en début de mon exposé, j'ai dit, je répète, nous ne sommes pas en face de violations banales, nous sommes en face de grandes violations. Et c'est ça le plus grand risque d'affaiblissement. Nous avons participé au Forum civil de Dakar et nous avons rencontré des gens, des populations victimes, justement, de ces conflits tribaux et ethniques. C'est des femmes violées, c'est des paysans expoliés et des États. Leur État, c'est des États qui pratiquent des formes, et justement, c'est-à-dire des formes déguisées, des stratégies pour justement faire échapper ces conflits au droit international humanitaire et rester donc à des niveaux. Vous imaginez qu'il y a des États qui déclarent zone militaire, certaines zones, et les livrer à des exploitants pour justement faire des bénéfices faramineux et chasser les petits paysans de leurs terres. Donc voilà des stratégies et des techniques utilisées par ces États qui sont tous des États membres de l'ONU, hein, qui ont signé toutes ces conventions et qui sont des États voyous parce qu'ils pratiquent des formes de terrorisme abominables. Je m'appelle Jules, je suis médecin pédiatre. Je représente l'association Adali, les amis de Dalat, sur les principales sourires. Ma question est simple. Les problèmes sont très complexes, vous exposez. Je suis de matière très difficile. Je ne suis pas du tout dans la matière. Quels sont les derniers conflits armés que vous qualifiez de crimes contre l'humanité et quelles sont les conséquences qui ont suivi? La question c'est, dans quel conflit armé y a-t-il eu crime contre l'humanité? C'est la question posée. Je peux répondre. On a parlé, elle a évoqué les tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Et elle a évoqué, je crois déjà aussi, ça si j'ai mal entendu, la Sierra Leone. On peut ajouter naturellement le Cambodge avec les chambres ronds. Et puis, non, c'est pas ça dont je voulais parler des situations, je crois que tu les as évoquées, les situations dont la Cour pénale internationale était
été saisis et situations dans lesquelles certaines affaires relèvent de crimes contre l'humanité. C'est pas je crois, c'est je suis sûre. Oui. L'affaire du Darfour. Mais le Darfour, oui. Mais c'est pas le seul, il y en a Congo. Les affaires qui concernent la République démocratique du Congo, les accusations sont très limitées. Oui, c'est limité. Il n'y a pas d'accusation de criminalité, je crois, ce sont plutôt des crimes de guerre, notamment les questions des enfants soldats. Non, des crimes contre l'humanité, c'est un affaire de Banga. Enfin, c'est pas jugé encore. Mais non, vu, c'est pas jugé. Vu ce qui est reproché et le caractère extrêmement limité de l'accusation, j'ai quelques doutes sur une qualification. Alors, de toute façon, crime de guerre, c'est déjà extrêmement grave. Il ne faut pas croire s'il n'y a que crime contre l'humanité, mais crime de guerre, c'est déjà très grave. Mais moi, ça me donne quand même l'occasion de dire aussi une chose. Je crois qu'il faut toujours cesser aussi de qualifier de manière trop hâtive une situation de ceci ou de cela, en l'occurrence de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, voire de génocide. Et une situation, si on veut vraiment s'en prendre au juridique, une situation ne peut être ainsi qualifiée qu'une fois que le juge en a été saisi et qu'il en a décidé ainsi. Alors on va me dire qu'après, et il en va de même pour la victime, mais c'est vrai qu'une victime d'infraction ne peut être qualifiée de victime qu'une fois que son préjudice a été reconnu et établi. Donc ça dépend qui parle, parce que si vous pensez par exemple au rapport d'expert, je pense toujours à ce rapport d'expert sur le Darfour de l'ONU qui a dit il n'y a pas génocide, je pense que ça a été un frein pour l'action. Mais heureusement. Donc ça dépend. Ça n'a pas été un frein puisque le procureur a complété son... Ah oui, la CPI a agi, mais a complété ultérieurement. On peut discuter de la situation. Moi, je n'ai pas les éléments mains qui encore une fois ne m'appartiennent pas. René Roman était évidemment opposé à la question de génocide au Darfour. C'est une parenthèse, simplement une parenthèse. Mais il y a beaucoup de gens qui sont opposés à cette qualification. Pourquoi? Parce qu'il faut leur avis, moi je ne vais pas faire leur porte-parole, mais leur avis étant de dire qu'il faut prendre garde de conserver cette qualification. Mais au moment où les populations civiles sont en train de mourir, il peut être utile pour certains acteurs d'utiliser le terme de génocide pour pousser à l'action un certain nombre d'autres acteurs. Voilà. Après, qu'on banalise d'autres génocides antérieurs, à mon avis, c'est un autre problème, et à mon avis, qui n'est pas un problème très immédiat quand les massacres sont en train d'être commis. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas utiliser pour certains acteurs le terme de génocide lorsque les massacres sont commis, si ça peut avoir un effet en pratique. Il faut garder une gradation. Donc je vous remercie. Je propose de passer au point suivant quand même, pour essayer d'avancer et terminer sans trop. Alors, est-ce que le point suivant, c'était les bombardements indiscriminés, précisément? Donc, je posais la question, est-ce que l'affaiblissement des règles du statut de la CPI est-il justifié, est-il un problème mineur ou majeur? Alors, la justification, Yann Fermont posait la question, pourquoi est-ce qu'ils ont affaibli les règles? Eh bien, ça a été fait sous l'influence occidentale, parce que là, autant le protocole, je considère comme un droit humanitaire universel, autant le statut de la CPI, à certains égards, est, à mon sens, un droit occidental. Ça a été fait sous influence occidentale, et la thèse qu'ont défendu les rédacteurs, c'est que le protocole n'avait pas un consensus suffisamment général, puisque les États-Unis, Israël, l'Inde, le Pakistan et quelques autres n'avaient pas ratifié, et que les 5 grands pays européens l'avaient ratifié avec précisément des réserves sur ces points-là, sur ces différents points. Donc, alors, est-ce que c'est un problème majeur ou mineur? Alors, les grandes organisations humanitaires, par exemple, telles qu'Amnesty International ou la FIDH, elles considèrent que c'est un problème mineur, qu'il fallait accepter que la création de la Cour est un événement en soi suffisamment important, et que c'était l'affaiblissement des règles dans le domaine des bombardements causant de graves pertes civiles, du principe de proportionnalité, si vous voulez, et la faiblesse dans le problème des armes, eh bien c'était un compromis indispensable pour obtenir la création de la Cour, qui à terme représente un très grand espoir. Je ne dis pas qu'ils ont tort, dans la pratique, quand même, moi ce que je vois, c'est que quand on regarde, c'est que ça affaiblit quand même les possibilités de poursuite. Par exemple, Israël, c'est le point de vue Israël à Gaza, a dit, bon, s'il y a eu des cas flagrants d'assassinat ou de bombardement délibéré de civils en tant que tels, eh bien, on est d'accord, ce sont les crimes de guerre, on poursuivra les responsables. Et il y a eu quelques poursuites, d'ailleurs, de la part d'Israël en 2010.
à propos des éléments de Gaza. Donc, sur la méthode des États-Unis, on arrête quelques personnes, quitte à les libérer rapidement par la suite. En revanche, Israël a dit, pour moi, il s'est appuyé précisément sur ce texte du statut de la CPI qui n'est pas le protocole, pour dire les pertes civiles sont toujours regrettables, on est bien d'accord, mais elles n'ont pas été manifestement regrettables par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire direct et concret attendu de l'opération Tandroussi, à savoir la destruction de l'organisation terroriste du Hamas qui menace Israël et qui menace le monde entier par la même occasion. Bon, donc leur thèse c'est ça, et on ne comprend pas. Les dommages n'ont pas été, les pertes civiles n'ont pas été, selon nous, manifestement ici par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire. Donc, enfin, et dans tout, il y en a eu tellement de choses tout au long des années 2000 que je ne comprends pas, que je l'ai dit, pourquoi, bon, en 1998, moi je pouvais comprendre, bon, il y avait un compromis, on ne savait pas encore ce qui allait se passer, on pouvait penser que ça suffirait. Dans les années 2000, on a vu que ça ne suffit pas. Alors, dans la version du CICR de droit coutumier de 2005, ils sont conscients de ça, ils s'en sont rendus compte, et ils se sont dit, ben oui, ils ont constaté qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas dans le statut de la Cour et que ça pose problème. Alors ils s'en sont sortis, vous le connaissez, en disant oui, mais ça pourrait être implicite, etc. etc. Bon, je ne rentre pas dans trop de détails, mais bon, ça encore j'accepte peut-être en 2005, mais en 2010, juin 2010, aucune modification, rien. Alors moi, et pour les armes, pareil, hein, pour les armes, aucune modification non plus, à part une toute petite modification entre le conflit, enfin, en passant. Donc moi j'ai l'impression que c'est un problème grave et qu'on ne peut pas le traiter par le mépris, mais les grandes directions militaires comme Amnesty ou LFIDH, on pense qu'on ne doit pas traiter ou soulever ces questions parce qu'il ne faut pas affaiblir la Cour. Alors là on retombe un peu sur le point qui était discuté tout à l'heure à propos du CICR. Bon, on peut estimer que ces organisations adoptent une stratégie, pour lesquelles j'ai énormément de respect par ailleurs, ces organisations bien entendu, mais elles adoptent une certaine stratégie qui a sa justification, qui peut être qu'on peut comprendre, mais en même temps, je pense que c'est des points quand même qu'on doit discuter. Et d'ailleurs, le directeur de l'exécutif, Antoine Bernard, de la FIDH, me disait lui-même, nous on ne peut pas, ça c'est notre stratégie, donc on ne peut pas remettre ça en cause, mais vous, si vous voulez, qui êtes peut-être plus libre à ce niveau-là, faites-le si vous voulez. Alors, voilà, alors je le fais. Donc, est-ce que... Voilà, donc... Est-ce qu'il y a des remarques sur ce sujet-là? Moi, j'ai une petite remarque parce que je ne comprends pas très bien en fait votre position, parce que, bon, d'abord, d'une part, si Israël ne disait pas que c'est manifestement excessif, elle dirait que c'était pas excessif, parce que ça changerait beaucoup d'avoir cette différence de vocabulaire dans le statut. C'est la notion d'ensemble. Voilà. Ils disent, on ne regarde pas, c'est ce que disaient les pays européens, ce genre de protocole. Sur le recul, excusez-moi, maintenant je réponds. Oui, excusez-moi, sur le recul, moi je vois dans le protocole 1, du point de vue de la répression pénale, qu'il n'y a que les attaques sans discrimination qui sont visées. Les attaques ? Il n'y a que les attaques sans discrimination qui sont visées, pas sur les attaques sur un objectif militaire. La question de la proportionnalité n'est pas visée dans les infractions graves au protocole 1. C'est pas un recul. Ben si, pourquoi vous dites ça? Ben regardez le texte. Les crimes de guerre, les attaques indiscriminées menées en sachant qu'elles vont causer... Non, c'est interdit. Toutes les violations du droit de la guerre ne sont pas nécessairement des crimes de guerre. Non, mais là on parle de crimes de guerre. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis les attaques indiscriminées menées en sachant... Enfin, écoutez, il ne faut pas exagérer. Qu'elles vont causer... Je parle du protocole 1. Je trouve pas. Je suis vraiment... Pourquoi vous dites ça? Je viens de vérifier là, non, ça c'est absurde. Je répète, ce sont des crimes de guerre. Non, écoutez, il ne faut pas exagérer. Lycée Doucet confirme. Non, mais je vous ai déjà dit que je ne comprenais pas votre question, alors je ne me mêle pas du débat. Non, mais Je vous ai déjà dit que je ne comprenais pas ce que vous vouliez dire. Je suis désolée. Mais c'est-à-dire qu'elle est contre le rapport de Boston, c'est ça que je voulais dire. Vous trouvez que le juge Boston a dit n'importe quoi, c'est ça? Non, pas du tout. Puis 2004, sauf erreur de ma part, on n'a pas parlé de Goldstone. Je réponds juste d'un point de vue juridique, je pose la question de savoir, j'essaye de voir si effectivement il y a un recul par rapport au droit international existant auparavant. Je me demande si ce n'est pas la question de la criminalisation qui pose problème. Sans les crimes de guerre dans le protocole, vous avez des attaques indiscriminées menées en sachant qu'elles vont causer des dommages, pertes civiles, incidemment des pertes civiles, etc., excessives par rapport à l'avantage militaire direct et concret attendu. Il y a bien, vous connaissez cet article? Non, vous ne le connaissez pas. Non, c'est absurde parce qu'il y est. Là, vous avez tort.
et ça a été transformé, tout le contexte a été supprimé dans le statut de la CPI, et cet article a été transformé en attaque menée en sachant qu'elles vont causer des pertes civiles, etc., qui serait manifestement interdit par rapport à l'ensemble. Ont été rajoutés les mots qui serait manifestement et cette notion d'ensemble. Cette notion d'ensemble qui est celle sur laquelle s'appuient les uns les autres. Israël dit, moi, il ne faut pas, ce qu'avaient dit les pays européens qui ont ratifié le protocole, ils ont dit à ce propos-là, ils ont déjà dit, ça n'y était pas la notion d'ensemble dans le protocole, les pays européens ont dit d'accord, à condition qu'on voit ça au niveau de l'ensemble de l'avantage militaire, venant d'une attaque comprise au sens d'un ensemble d'opérations militaires, et non pas de regarder pour chaque opération militaire particulière. Donc ça mène à tout ce qu'on veut, ça mène à... Donc, du point de vue de l'opération plan aussi, c'est bien de ça qu'il s'agit. Mais vas-y, Yann. Ceci dit, par rapport à cela, moi je voudrais quand même rappeler une chose. Je crois que Mme Maison avait tout à fait raison tout à l'heure quand elle disait, je partage plutôt l'interprétation au niveau du texte que Daniel dit. Mais évidemment, l'important est de savoir qu'est-ce que la Cour pénale internationale va en faire de ce texte. Ça, c'est vrai. Et donc là, je sais que c'est le débat de demain, mais on a probablement un problème encore plus important. C'est que la Cour pénale, enfin, le procureur ayant été saisi de la situation de Gaza, pour le moment, j'ai l'impression, où la discussion concrète effectivement se pose, j'ai l'impression que pour le moment, le procureur ne bouge absolument pas. Et c'est, enfin, dire, la question des textes, je pense que c'est important de voir pourquoi les textes évoluent, pourquoi les textes sont différents et pourquoi certains insistent sur des modifications de notions et de formulations bien établies. Et donc là, je partage plutôt le sentiment de Daniel. En même temps, je crois que la question de l'application de ces textes, et donc là, la Cour pénale internationale, pour le moment, est quand même assez problématique, hein, parce que, bon, Gaza, on a reçu la plainte, et puis, même avec le fait que l'autorité palestinienne a déclaré adhérer au statut, en fait, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'ensuite on s'est assis dessus. On s'est assis dessus, et donc que le rapport Goldstone, tout ce qu'il a amené, etc., comme élément de réflexion, disparaît. On verra, j'espère me tromper, mais je crois que la question du texte et ensuite la question de l'application de ce texte, c'est encore deux choses. Moi, je suis totalement d'accord. On peut effectivement, la CPI pourrait trancher dans le bon sens, même avec le texte public qu'elle a, mais enfin, ça devient effectivement plus problématique et c'est moins facile. Et d'ailleurs, tout le monde se concentre, même pour l'affaire de Gaza, finalement, même les personnes qui défendent les Palestiniens à Gaza, eh bien, ils se concentrent sur les cas où, où on peut prouver des assassinats ou des bombardements délibérés de civils en tant que tels. Et non pas sur le problème des dommages collatéraux, parce que, selon le statut de la Cour, c'est plus facile dans ce cadre-là. Mais pour moi, ce n'est pas le problème essentiel. Pour moi, à Gaza, le problème essentiel, c'est les bombardements indiscriminés, plus que les cas spécifiques d'attaques délibérées contre des civils en tant que tels. Enfin, bon, on va essayer d'avancer pour terminer d'ailleurs bientôt. Moi, j'aurais aimé qu'on revienne sur cette question des personnes civiles, qui a été abondamment discutée, mais j'aimerais... Oui, allez-y. Il me semblait que le professeur de la Pradelle ne devait pas sa présentation. Ben, écoutez, on va voir, on fera ce qu'on pourra. Hein. S'il ne peut pas, je lirai son texte demain. J'ai ton texte. Si on va voir si on a le temps ou non, sinon on le lira demain matin. Sinon, il y a le jeu, moi ou quelqu'un, on lira le texte qu'on a de Jérôme Pradelle demain matin. Donc je voudrais avoir des avis sur cette question des personnes civiles. Est-ce que les personnes qui travaillent... Alors, est-ce que les personnes qui travaillent directement pour l'armée, est-ce qu'elles participent directement aux hostilités ou non? Il y a beaucoup d'autres problèmes d'ailleurs qui se posent à cet égard. La police qui poursuit, qui réprime la résistance, les personnes qui expriment la sympathie pour la résistance, les préfets qui organisent la répression de la résistance, etc. Est-ce qu'ils participent directement aux hostilités ou non? Alors je crois que la réponse de Raphaël, c'est plutôt non. Moi, je suis plutôt favorable à l'approche du CICR qui tente à restreindre la notion de participation directe aux hostilités. Donc, en tout cas, sur l'exemple que vous donnez, les personnes travaillant dans
usines d'armement relativement éloignées du front, je ne vois pas en quoi on va les considérer comme des personnes participant directement aux hostilités. Si vous allez ôter une protection indispensable à un certain nombre de personnes qui ne combattent pas. Mais dans les usines d'armement, il y a énormément de femmes, par exemple. Alors vous considérez que ces femmes sont des cibles légitimes de la violence de guerre? Je pose la question. J'écoute les avis. Je suis assez perplexe. Je n'ai pas d'opinion définitive, mais je suis très perplexe là-dessus. Tant plus qu'il n'y a pas de symétrie entre les deux parties, parce que du côté des mouvements de guérilla, effectivement, il y en a qui fabriquent des civils, qui fabriquent des bombes artisanales, des mines artisanales, qui les transportent aux mouvements de guérilla, qui vont les employer, etc. C'est-à-dire, dans le cas du mouvement de guérilla, si on décide que c'est un confinement international, ils n'ont pas le droit, de toute façon, ils n'ont pas le droit à grande protection. Donc, mais alors, j'aimerais avoir vos avis, les uns et les autres, je vous écoute. C'est un problème c'est un des problèmes qui se posent. Qu'est-ce qui est permis? Est-ce que quand la résistance, par exemple, attaque un préfet de région qui participe à la répression de la résistance, est-ce que c'est un crime de guerre ou non? Le préfet de région qui est un civil. Quand il y a des civils transportent les armes sur le front, réparent le matériel, etc., militaire, est-ce que si des mouvements de guérilla les attaquent, est-ce que c'est un crime de guerre ou non? C'est la question que je pose. J'aimerais vos avis. Allez-y. Très rapidement, parce qu'on est toujours dans le domaine de la définition. Donc, autrefois, les pays occidentaux appelaient ces gens qui faisaient ce genre de travail des résistants, et maintenant, on a d'autres qualificatifs pour qualifier les gens qui ne font que défendre leur pays ou de leur État. Donc, on les qualifie des terroristes et autres qualifications. Et donc, il y a ce va-et-vient entre des définitions que des juristes, que des théoriciens nous balancent, mais qu'on est moins dans la réalité des conflits. Le conflit, c'est quelque chose de destructeur, et les populations démunies, les populations civiles, sont les plus touchées par ces conflits. Donc, si on reste à chercher le siècle des anges, on n'arrivera pas vraiment à faire face à ce genre de problème. À criminaliser les gens là, qui sont dans les usines d'armement, ça ouvre de manière symétrique à criminaliser toute la population qui résiste. Ah non, pourquoi? C'est bien sûr. Tu imagines une guerre. Tu imagines une guerre. Les gens qui travaillent dans les usines d'armement du pouvoir qui répriment sont également des cibles légitimes. Si je vais vous ce que tu disais. C'est la question posée. Mais de manière symétrique, ça ouvre la voie au pouvoir qui réprime à criminaliser toute la population qui veut résister, parce qu'en travaillant, elle permet aux combattants de combattre. Elle les alimente. Toute personne qui va faire du riz à un combattant va être considérée comme coupable. Bon, alors attends. Dans le guide interprétatif du CICR, on distingue des tas de situations. Alors, effectivement, la question, c'est où mettre la barre. Alors, il y a quand même une différence entre ce que... Alors, toi, tu dis, si on ne met pas la barre ici, on sera obligé d'aller jusque-là. C'est jusqu'à la limite que... c'est ce que tu dis, mais bon, il y a quand même une manière raisonnable. Moi, je suis d'accord avec le CICR que les civils qui manifestent pour l'une ou l'autre partie doivent être protégés comme civils. Ils ne doivent pas être considérés comme participants aux hostilités. Ça, c'est aussi, on peut mettre la barre. Hein. René Broman, ou je ne sais plus qui, parlait du problème des gens qui nous payons nos impôts en France. Est-ce que nous participons aux hostilités? Alors, la question, c'est où mettre la barre. Bon, je crois que malheureusement, vu l'heure, on va pas pouvoir résoudre ce problème-là. Enfin, je vous le soumets à votre réflexion. Où mettre la barre dans ce genre de considération. Bon, je crois que... Non. Il y avait un autre point, bon, très brièvement, je mentionne le dernier point. Oui. Le problème principal que nous voyons à l'heure actuelle, c'est que précisément, on sort ce type de catégorie de personnes du droit international humanitaire, des catégories du droit international humanitaire, et on assiste à une vague massive de criminalisation ordinaire à travers la figure du terrorisme. Et donc, j'ai l'impression que le véritable débat est là. Parce que du moment où on dit maintenant une personne, enfin on le voit dans les poursuites en Europe, etc., du moment où une personne dit il y a un conflit dans mon pays et j'estime que j'ai un rôle à jouer par rapport à ce conflit, hein, je pense notamment à mon client philippin, hein, qui est conseiller politique principal dans les négociations de paix entre le gouvernement et la guérilla, et qui est criminalisé en tant que terroriste, et du moment où on dit oui mais attendons, il y a un conflit
d'abord, il n'a commis aucun acte de terrorisme, il n'est même pas impliqué dans quoi que ce soit, sauf dans ces négociations de paix. Mais en plus, en faisant cela, vous écartez en fait tout le contexte du droit international humanitaire. Je crois que c'est ça le problème. Donc, pour le moment, le problème principal me semble que des gens qui sont dans la périphérie d'un conflit, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins, dans une mesure plus ou moindre, sont, comme c'était le cas avant la guerre, automatiquement criminalisés comme terroristes. Et la question s'ils sont combattants ou pas combattants, on n'arrive même pas à cette question. Ils sont criminels par définition. Et je crois que, c'était à juste titre que monsieur a attiré l'attention là-dessus. Je pense que c'est plutôt cette négation du droit international humanitaire et de l'applicabilité du droit international humanitaire qu'on doit vraiment mettre au centre du débat et dénoncer. Donc, justement, dans certains cas, il me semble que la notion de participation directe aux hostilités, quand elle est réintroduite dans le débat, permet d'écarter, dans une certaine mesure, les figures du terrorisme. Je pense à la jurisprudence que vous connaissez peut-être de la Cour suprême israélienne sur les assassinats ciblés, qui a travaillé à partir de cette notion de participation directe aux hostilités, de manière relativement satisfaisante quand même, ce qui permet d'éviter le ciblage. Je ne dis pas que c'est suivi en pratique, mais en tout cas la direction qui est donnée, c'est d'éviter au maximum de cibler des personnes lorsqu'elles ne sont pas en situation de combattre. Ça permet aussi d'éviter de stigmatiser la position du terroriste. Donc je pense que l'utilisation de ces directives, je ne vois pas en quoi elle peut être défavorable pour les civils. C'est pour ça que je ne comprends pas très bien votre... Non, mais moi je suis totalement d'accord. Et effectivement, pourquoi ça vous pose aussi que c'est la question, parce que c'est la question que... Bon, ok. Je crois qu'on va terminer très rapidement maintenant, pour la suite. Mais bon, la question, une des questions que j'aurais voulu qu'on discute plus en avant, mais on ne va pas avoir le temps de le faire. Je crois, sur tout ce que tu dis, je suis totalement d'accord, et bien entendu. Mais la question, c'est quelle méthode, du côté des États, je crois que mon avis est qu'il faudrait retourner au protocole 1 et à un respect du protocole 1 qui pourrait être amélioré d'ailleurs sur différents aspects. Maintenant, si on regarde du côté du monde guérilla, quelles sont les méthodes du monde guérilla qu'on peut estimer ou non légitimes, ou lesquelles sont des crimes de guerre? Bon, il y a plusieurs cas, il y a ce cas-là. Est-ce que s'il attaque de l'autre côté des gens des sociétés civiles qui travaillent pour les forces occidentales, qui transportent les armes, qui réparent le matériel, etc., crime de guerre ou pas crime de guerre? Point d'interrogation. S'il attaque des préfets de région qui participent à la répression de la résistance, crime de guerre ou pas crime de guerre? Point d'interrogation. Il y a aussi le cas qu'on ne va pas discuter parce qu'il n'y a pas le temps, mais que je mentionne à nouveau, d'un combattant de guérilla qui attaque une cible militaire en ville sans signe distinctif. Alors, le droit humanitaire, enfin, on avait déjà, en principe, les combattants doivent se distinguer des civils dans toute la mesure du possible. Est-ce que c'est une infraction ou est-ce que c'est un crime de guerre? Est-ce que c'est une ruse de guerre autorisée, un camouflage? Parce que ça c'est autorisé. Qu'est-ce que nous en pensons les uns et les autres? Voilà. Donc c'est joué. Il y a d'autres. Alors je termine là, après je crois qu'on en mettra parce qu'on restera autre chose. Il y avait un autre problème d'ailleurs qui j'aurais aimé qu'on discute, mais on ne va pas avoir le temps. Je termine et je vous donne la parole. Hein, d'accord? Un autre problème, j'aurais aimé qu'on discute. Et parce que là, je suis très intrigué, c'est le problème précisément des tirs de roquettes palestiniens vers Israël, vers des zones, des tirs indiscriminés de roquettes. Je constate que, moi, j'ai défendu la thèse que ce sont des crimes de guerre, éventuellement avec des circonstances atténuantes par rapport face aux actions d'Israël. Mais cela dit, j'ai un grand nombre pour un grand nombre de personnes, y compris d'ailleurs à l'AIJD, sur sa place des choses démocrates, qui était peut-être là à la session sur le Liban, à la suite d'attaque d'Israël en 2006, un grand nombre de ces pays considéraient que ce n'était pas du tout un crime de guerre, c'était une riposte légitime. Bon, moi, mon avis, c'est que Israël ne respectant pas les protocoles, pour moi, il s'agirait, si c'est un crime de guerre, il y a très large circonstances atténuantes, mais la question, est-ce que c'est un crime de guerre? Voilà, c'est toute une série de problèmes. Du côté du monde, qu'est-ce qui est bien, quelles sont les règles humanitaires qui devraient s'appliquer d'un côté et de l'autre? Alors je crois que, vu l'heure, je crois qu'on va arrêter. Donc, éventuellement, tu veux présenter ton exposé maintenant. Nouma, il me dit... Ah oui, je donne la parole. En ce qui me concerne personnellement, pour répondre à votre question, je serais beaucoup plus radical
radical que tout ce qui existe dans le droit actuel, et je reprendrai la devise de Gandhi que les moyens sont aussi inséparables des fins que l'arbre de la graine. Donc que toute action violente, par nature, devrait être interdite, hein, donc, et inadmissible. Et que seuls les moyens d'action non violents, de résistance non violente, de désobéissance civile, comme David Thoreau l'avait dit, devraient être acceptables, d'une part, et que, par exemple, les actions visant à criminaliser les appels au boycott ou au désinvestissement dans tel pays, comme vous connaissez, sont contraires à l'exercice de ce droit à la désobéissance civile, quand même, puisque, par exemple, quand c'était contre l'apartheid en Afrique du Sud, c'était tout à fait acceptable, mais quand c'est contre l'État d'Israël, tout d'un coup, on criminalise ces appels au boycott. Voilà ce que je voulais dire.